Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, nous allons parler de la danse. J'ai en effet choisi d'intituler cet épisode « Danser sa vie ». C'est un épisode très important pour moi parce que pendant une grande partie de ma vie de femme, j'ai pensé que ma tête était le grand patron de ma vie. Je pensais que c'était mon intelligence et ma capacité à prendre de bonnes décisions qui allaient déterminer de la réussite de ma vie. Et puis un jour, sur une piste de danse en Californie, j'ai compris que je me trompais. J'ai compris que je portais en moi une intelligence bien plus grande que celle qui était dans ma tête. J'ai compris que le grand patron n'était pas ma tête, mais que c'était mon cœur. J'ai compris que je devais remettre mon corps à sa juste place, au centre de ma vie. Ce jour-là, j'étais en train de danser le Nia. Une pratique que je venais de découvrir quelques semaines auparavant et qui a profondément changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast Régine Petit. Régine est ceinture noire de Nia et c'est elle qui a fait venir le Nia en France. Je connais très bien Régine car depuis 10 ans, nous travaillons ensemble et je l'invite à faire danser les participants de mes programmes Wake Up et Rise Up. Bienvenue Régine dans ce podcast. Alors, je souhaiterais te donner une opportunité de te présenter avec tes mots. Merci Christine, merci pour ton invitation. Alors, me présenter en quelques mots. Je m'appelle Régine et j'aime la vie et j'aime danser ma vie. C'est en quelques mots une présentation succincte. Merci Régine. Alors, c'est toi qui as fait venir le Nia en France. Moi, le Nia, c'est une pratique que j'ai découvert en Californie, aux États-Unis, où je vis. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, qu'est-ce que c'est que ce fameux Nia ? Ce fameux Nia, c'est une pratique corporelle qui engage donc tout le corps, l'ensemble du corps physique. Et c'est également une pratique qui permet, en permettant la mise en mouvement du corps, qui permet aussi d'accéder à d'autres corps. Je les appelle les corps émotionnels, le corps mental et le corps spirituel, ce qui permet du coup d'avoir un accès à toutes les dimensions de son être. C'est une pratique qui se fait en musique, et avec laquelle aussi nous émettons des sons, c'est-à-dire que nous ne faisons pas seulement des mouvements en musique, nous émettons également des onomatopées, des non, des oui, des hé, des ouf, voilà, nous jouons en même temps que nous prenons plaisir à nous mouvoir, voilà. J'aime beaucoup cette image de dire nous jouons en même temps que nous dansons, parce que je pense que c'est vraiment une belle image de ce qu'on peut voir si on devait, si on observe un cours de Nia. Je pense que c'est vraiment ça qu'on observe, et je pense que c'est pour ça que le Nia, les personnes aiment tellement le Nia. C'est à quel point c'est joyeux, à quel point c'est léger, à quel point on joue, et en même temps à quel point c'est profond, à quel point ça nous touche tout simplement. Oui, c'est non seulement un jeu, c'est une danse, c'est aussi un art martial, enfin plusieurs arts martiaux puisque nous sommes inspirés dans nos mouvements des arts martiaux, ce qui fait que ça nous permet d'accéder à différentes facettes de nous-mêmes et d'exprimer différentes facettes de nous-mêmes. C'est vraiment une pratique très très complète qui permet de retrouver à la fois cet enfant intérieur que nous sommes et aussi d'accéder à ce grand sage que nous sommes. Nous avons la possibilité de laisser venir en nous à la fois
cette petite fille, je parle pour moi, mais les petits garçons pour les hommes, et aussi la vieille âme que nous pouvons être aussi. Ça me parle beaucoup cette image. Moi, j'ai justement sur une piste de danse de Nia, un cours de danse, j'ai reconnecté avec la petite fille de 8 ans. Et je me souviens avoir eu vraiment les larmes aux yeux parce que j'ai reconnecté avec la petite fille de 8 ans qui avait arrêté de danser à 8 ans parce qu'elle avait arrêté les cours de ballet parce qu'elle n'était pas assez bonne. J'arrivais pas à faire le grand écart, j'étais pas assez élégante, j'étais pas aussi assez disciplinée, je crois, pour ma prof de ballet. Et donc, voilà, ça commençait. Donc, j'ai abandonné le ballet et ce jour-là, j'ai fait le deuil de me dire donc, je ne suis pas danseuse. Et sur la piste de danse, dans un cours de Nia, je me suis redonné la permission d'être une danseuse. Et c'était vraiment un moment puissant pour moi de réaliser que j'avais le droit d'être la danseuse et de libérer la danseuse qui était en moi. Donc ça, c'était vraiment un des moments forts pour moi de Nia. Et j'aime aussi l'image que tu dis on reconnecte avec notre enfant et on reconnecte aussi avec la part de nous qui est sage. Et moi, j'ai aussi réussi à reconnecter, je pense que c'est le cas aussi d'autres personnes, avec la guerrière, parce qu'on a ce côté un peu arts martiaux dans le Nia par moment. Donc, il y a des moments où on danse et c'est très léger et on est un peu la petite fille qui est dans un champ de canclicot et puis qui lâche prise et qui profite de la vie. Et puis, il y a d'autres moments, on est plus dans des mouvements un peu plus guerriers où là, on est la femme qui veut pas se faire marcher sur les pieds, la femme qui veut aller de l'avant, la femme qui est ancrée sur son axe, la femme qui est claire sur ses limites. Donc là, il y a vraiment ce côté un peu plus guerrier. Et puis voilà, la sage, c'est celle qui va réussir à aller toucher l'essentiel, réussir à reconnecter avec son cœur, réussir à reconnecter avec ce qui est important, connecter avec sa sagesse intérieure, en effet. En fait, donc moi, le Nia, c'est la première pratique qui m'a permis de faire rentrer la danse dans ma vie. Et depuis, j'ai découvert d'autres pratiques qui sont aussi très belles. La biodanza, les 5 rythmes, le Wu Tao. Aux États-Unis, on pratique aussi beaucoup ce qu'on appelle ecstatic dance. Et donc, j'ai envie de te demander, Régine, que ce soit le Nia ou autre chose, pourquoi c'est important, selon toi, de danser sa vie? Et j'utilise ce mot particulier, c'est le titre de cet épisode et c'est aussi le nom de ton site internet, Danse ta vie. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de danser sa vie? Pour moi, la danse, c'est l'expression de son être par excellence. Et quand j'entends le mot danse, pour moi, là, à l'heure où on en parle, et depuis déjà de nombreuses années, c'est pas la danse telle qu'on l'entend en général, où nous allons danser avec quelqu'un, ou bien la danse du ballet, ou la danse de couple. C'est vraiment la danse dans sa valeur abstraite, dans le fait que la vie est une danse. Et donc quand nous abordons la vie comme une danse, à ce moment-là, on sait qu'elle peut avoir des hauts, avoir des bas, avoir des grosses vagues parfois, et puis des moments plus calmes. Et c'est une reconnexion aux fluctuations de son être, aux fluctuations inhérentes à la vie que nous traversons, aux expériences de vie que nous traversons, et une manière de pouvoir aller sur ce fil de la vie avec qui nous sommes et pouvoir la danser, peut-être tourbillonner, peut-être se prendre des murs. En tout cas, nous avons, pour moi, dans le fait de danser sa vie, nous avons la possibilité d'agir sur ce fil de la vie d'une certaine manière. Voilà. C'est Pina Bausch qui disait « Danser, danser ou nous serons perdus ». Et personnellement, j'aime à dire « Dansons, dansons et nous serons sauvés ». Et c'est vraiment ça pour moi. Le mot « danser sa vie »,
c'est danser avec le bonheur, avec l'extase, puisque tu parlais d'extacting dance. C'est vraiment danser avec les événements de nos vies, mais c'est aussi danser donc avec ce qui est là, tout ce qui est là, et aussi les épreuves, et avoir des ressources pour traverser les épreuves. Voilà ce que ça veut dire pour moi, danser la vie. Et je te parlais, et je t'ai déjà parlé de mon expérience d'avoir dansé le deuil. Je suis allée faire un stage à Esalen il y a quelques années, qui est un lieu assez connu en Californie de développement personnel, et c'était un stage sur la danse et le deuil. Et quand j'ai entendu parler de ce stage, je me suis dit mais c'est formidable. Je me suis dit s'il y a une manière à travers laquelle j'ai envie de vivre le deuil, c'est par la danse. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un tel potentiel de grâce auquel j'allais pouvoir accéder si j'amenais la danse dans le deuil et si j'osais danser le deuil. Moi, ce que j'aime dans cette idée de danser la vie, c'est vraiment de comprendre que ce qu'on apprend sur la piste de danse, ce sont en fait des leçons de vie fondamentales. Je disais tout à l'heure, on apprend à lâcher prise, on apprend à, au contraire, être ferme sur nos limites, on apprend à connecter à son corps et donc à arrêter d'être complètement... je crois qu'une part de nous, on a des armures, en fait, on apprend à déposer nos armures. On apprend à déposer nos armures et à ressentir ce qui se vit dans l'instant présent. Et parfois, ce qui se vit dans l'instant présent, c'est du deuil. Ou moi, ça m'arrive régulièrement dans un cours de danse. Par moments, je suis extatique de joie et par moments, je pleure. Et d'ailleurs, ça arrive à d'autres participants de cours. Régulièrement, il y a une personne qui se met à pleurer et on apprend tous à ne pas arrêter les larmes. Au contraire, on danse autour de cette personne qui pleure. Et c'est juste... c'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie, c'est pouvoir être présent à ses émotions, être présent à ce qui se vit maintenant, être humain en fait. Je crois que dans la danse, on apprend à être humain et à ne plus être des robots. Oui, on apprend à être soi et c'est même la vie au-delà de la vie. Et c'est, je pense, l'expérience que tu as dû vivre dans ce stage de danse à Esalen sur la danse et le deuil. C'est en fait danser, c'est connecter à sa part intérieure, à vraiment son intériorité, et ce qui permet du coup, à mon sens, de prolonger un dialogue intérieur, donc éventuellement avec même une personne disparue. On peut J'ai une de mes participantes qui me disait quand maman est partie dans les étoiles et quand je danse avec toi, je danse avec maman. Elle me disait ça un jour. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que nous dansons la vie et nous dansons l'infini de la vie. Cette part de vie qui ne mourra jamais. Et c'est, je pense, ce qui est extrêmement ressourçant dans la danse, dans ces moments très particuliers de deuil, d'expériences tristes que nous pouvons avoir. C'est la possibilité de connecter à une résonance intérieure qui est toujours éclairée, qui est toujours lumineuse, quelle que soit l'expérience. Et je vais en profiter parce que tu viens d'utiliser le mot résonance, qui est vraiment pour moi une clé là de ce à quoi on peut accéder à travers la danse. C'est cette résonance, c'est cette vibration intérieure. Et je disais tout à l'heure, on apprend à être humain et à ne pas être des robots. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie d'entre nous, la société, et on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais le fait est qu'on vit énormément dans nos têtes avec le filtre du raisonnable, avec le filtre de la colonne, le pour et le contre. Toujours inquiété de ce que les autres vont penser, on cherche à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous, on est constamment à l'extérieur de nous, à travers ce filtre de qu'est-ce qui est raisonnable. Et là, à travers la danse, on apprend à réapprivoiser, à re-rentrer en lien avec notre résonance intérieure. Et cette résonance devient notre guidance, j'appelle ça mon compas en fait. Souvent, ma tête est confuse, mais mon cœur sait. Et dans la danse, on réapprend à être en lien
avec ce compas intérieur que pour beaucoup d'entre nous, on ne sait plus en fait, beaucoup d'entre nous, on ne sait même pas que ce compas est en nous, ou alors on sait que ce compas est en nous, mais on ne sait pas comment entendre ces signaux, on ne sait pas comment laisser ce compas nous guider. C'est comme un instrument de musique qu'on n'aurait pas touché depuis des années, quoi. Et donc, sur la piste de danse, on réapprend à apprivoiser cet instrument de musique. Moi, je dis souvent, danser n'est pas une frivolité. Alors, je voudrais juste quand même, parce que je ressens quand même le besoin de dire quelque chose parce que là, on est sur des sujets hyper profonds. Et en même temps, parfois, un cours de Nia où vous dansez, c'est juste fun, c'est juste rigolo, ça fait du bien, ça fait circuler les énergies, ça fait juste, ça nous rend vivants tout simplement. Donc déjà danser, c'est fun, c'est accessible, il y a souvent de la bonne musique, c'est joyeux. Donc ça, c'est la première chose qui fait que c'est chouette de danser sa vie. Et la deuxième chose, c'est qu'on accède à toutes ces choses dont on est en train de parler. D'accord ? C'est qu'en plus, derrière, il y a des magnifiques trésors, il y a des magnifiques pépites à travers la danse. Moi, notamment, pendant longtemps, je voulais méditer et j'arrivais pas, et je m'en voulais de pas réussir à méditer. À chaque fois que j'essayais de méditer, j'y arrivais pas. En fait, je faisais la liste de courses pendant un quart d'heure sur mon coussin. Donc, je me disais, ça sert à rien. En plus, j'ai pas de carnet pour prendre la liste de courses. Autant que je fasse ma liste de courses sur ma table de cuisine plutôt que je la fasse pendant que je suis en train de soi-disant méditer. Donc, je n'arrivais pas à méditer. Mais en fait, je pense que j'étais trop loin de où j'étais dans ma vie, de réussir à accéder à cette intériorité à travers l'immobilité. Et je trouve que la danse est un véhicule formidable pour connecter avec notre intériorité à travers le mouvement. Et pour beaucoup de personnes, je pense que et à travers la musique et ce côté joyeux et cette structure de ce prof qui nous guide et qui nous montre des katas, des mouvements que nous allons répéter, on peut du coup accéder à notre intériorité parce qu'on peut lâcher le mental, on répète le kata. Donc voilà, je voulais dire que dans la danse, il y a ce mouvement et ce mouvement est une clé pour reconnecter avec notre compas intérieur. Alors, j'ai une question, Régine, parce que tu as accompagné des centaines de personnes dans la danse. Et qu'est-ce que tu observes? Quels sont les premiers blocages, les premières limites quand on parle de danser? Et je sais qu'à plusieurs reprises dans les stages que je propose, il y a souvent des personnes qui le premier jour disent « Moi, je danse pas, je suis pas danseur, je veux pas aller au cours de danse. Est-ce que je peux sauter? Est-ce que je peux avoir un mot d'excuse pour ne pas aller au cours de danse ?» Donc, quelles sont les excuses? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui nous empêche de danser, Régine? Eh bien, c'est évidemment le jugement. Hein. C'est évidemment, ça c'est la première barrière. C'est le jugement, la comparaison, les empêchements que nous avons eus dans nos vies et cette déconnexion de ce corps qui est catégorisé. Soit c'est un corps maladroit, soit c'est un corps d'athlète. Moi, par exemple, je peux parler d'un blocage que j'avais. Je n'ai pas dansé pendant très très longtemps parce que j'étais gymnaste. J'ai commencé petite fille à faire de la gym et où on me disait de justement pas faire ma danseuse. Et du coup, j'avais ce jugement-là qu'il ne fallait pas que je fasse ma danseuse. Donc, il y a plein de raisons. La première des raisons, c'est de se penser pas capable, en fait. C'est cette notion de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, ou être trop. Oui. Trop maladroit, ou on n'est pas assez dans le rythme. L'idée que pour danser, il faut avoir le bon âge, la bonne taille, la grâce. Voilà, la grâce. Moi, ça a été mon blocage. C'est que je me disais, comme j'ai pas fait de ballet, voilà, je suis pas gracieuse. On me dit ça, la souplesse, la grâce, le rythme. Il y a plein d'a priori, en fait, sur le mot danse. Le mot danse, et surtout dans notre société occidentale, c'est réservé aux filles. Chez les soufis, c'est les garçons. Il y a des connotations comme ça culturelles où le mot danse va prendre une barrière, un obstacle en plein vol. Et les personnes, du coup, passent à côté de quelque chose qui est extraordinaire.
Alors parlons-en. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu as pu observer avec toutes les personnes que tu as pu accompagner à travers la danse? Qu'est-ce que tu observes qui change quand une personne qui ne se considère pas danseur ou ne se considère pas danseuse, peut-être les personnes qui t'ont montré leurs principaux obstacles et qui finalement t'ont fait confiance et sont venues avec toi sur la piste et sont venues explorer, ont osé s'ouvrir à essayer de mettre leur corps en mouvement à travers la danse. Qu'est-ce que tu observes qui change chez ces personnes? J'ai observé beaucoup de transformations heureuses. La première des choses, c'est le sourire, c'est l'œil qui s'allume, c'est parfois le fou rire, parfois les larmes. Les réactions sont très diverses et en tout cas, ça ne laisse personne indifférent. C'est la possibilité pour les personnes de se rendre compte qu'elles peuvent prendre plaisir, qu'elles peuvent finalement faire autre chose que ce qui est proposé et se rendre compte que tout va bien, c'est OK, et du coup reprendre confiance en elles-mêmes et finalement se retrouver en rythme pour la première fois de leur vie avec un groupe. Parce que finalement, elles se sont décontractées sur cette idée qu'elles n'avaient pas le rythme et que si ça leur prend plus de temps que d'autres, c'est OK. Donc ça apprend aussi aux personnes à être plus douces envers elles-mêmes. Ça, c'est un grand changement, une grande transformation, être plus douce avec soi ou plus doux avec soi. Les transformations, c'est aussi, tu as parlé de cette boussole intérieure tout à l'heure et du côté guerrier aussi, c'est d'aller, grâce à cette technique, le Nia, c'est d'aller dans des registres gestuels qui sont différents des habitudes et de pouvoir expérimenter des postures, expérimenter des gestes qui permettent de se réaligner, qui permettent de poser des limites, qui permettent de dire un non qui n'a jamais été dit et qui pourtant devait être dit. C'est permettre de dire un oui qui n'a jamais été dit et qui méritait d'être dit. Et le corps a une mémoire. Il n'y a pas que le cerveau et l'amygdale. Je crois même que le corps, plus j'avance, plus j'ai l'impression que le corps a une plus grande mémoire. La tête se souvient de toutes nos rancœurs et de tous nos jugements et de toutes nos peurs et de toutes nos limitations, mais elle est formidable pour oublier nos talents, notre brillance, nos trésors. Ça, comme je ne sais pas pourquoi, elle est amnésique à ce niveau-là. Mais le corps, d'un point de vue somatique, a une mémoire extraordinaire. Et au niveau mémoire cellulaire, mémoire corporelle, ça, c'est tout un pan qui est extraordinaire à explorer. Et la possibilité de se mouvoir de bouger avec des musiques qui sont très belles et qui permettent de nous emporter, qui ne sont pas très connues. En IA, on utilise des musiques qui ne sont pas connues justement pour être relativement neutres et pas empreints de souvenirs, justement, connues. Mais qui sont choisis pour résonner émotionnellement et de manière spirituelle aussi, de manière aussi physique. Elles sont vraiment très bien choisies, ces musiques. Elles permettent d'avoir accès à des parties de soi et qui, donc, grâce à l'écoute des vibrations musicales et de la résonance en soi et des mouvements, permettent de faire ressurgir des parties de nous inconnues qui sont pourtant là, de les honorer, de les respecter. Et ceci amène énormément de transformations. C'est assez incroyable parmi les personnes que j'accompagne avec lesquelles je transmets cette technique depuis toutes ces années, les transformations que j'ai pu observer. Moi, j'ai envie de dire que ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de richesse là, exactement dans ce que tu viens de décrire. Il y a énormément de richesse pour moi dans ma vie de connecter avec
cette part de moi. Et je suis tellement convaincue qu'il y a des richesses à cet endroit-là que je décide maintenant que quand je danse ou quand je fais ces pratiques corporelles, je le fais sur mon temps de travail. c'est un investissement tellement important que je le considère du travail, parce que j'ai une vision du travail élargie, mais je le considère aussi important que mon boulot en fait. Parce que je sais que quand je connecte à cette part de moi, à travers la danse ou d'autres pratiques, mais en tout cas à travers mon corps, à cette part de moi, à travers mon corps et à travers le mouvement de mon corps, je sais qu'à partir de là, je vais faire émerger de merveilleuses richesses pour ma vie. Et d'ailleurs, c'est sur la piste de danse que j'ai eu mes meilleures idées professionnelles, que j'ai pris mes plus grandes décisions de vie, celles qui ont eu le plus grand impact d'un point de vue positif. C'est en dansant que j'ai pu accéder aux titres de mes livres, que j'ai pu accéder aux messages forts de mes conférences, que j'ai pu accéder à une réponse à une question importante que je me posais. Et il y a vraiment, on en parlait au début de cet enregistrement, cette espèce d'émergence en fait. On ouvre, à travers cette pratique, on ouvre les portes en fait, on reconnecte et on ouvre les portes, et après de ça, on accède à des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, quand on était dans la spirale du quotidien, débordé à courir partout, ou coincé derrière nos écrans à regarder la vie ou les séries télévisées défiler. Donc, super. Est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais partager avec les auditeurs sur la danse avant de conclure cet épisode? J'aimerais leur dire de vraiment connecter à cette danseuse et ce danseur que nous sommes tous. Nous naissons danseurs, danseuses. Vraiment. C'est tellement riche, c'est tellement propice à une vie meilleure à tout point de vue. Sur le plan, donc bien sûr physique, on n'a pas tellement parlé finalement, mais malgré tout. Ça aide en plus à être en forme, à être en santé, bien évidemment. Une des parties les plus importantes, puisque c'est quand même la base, notre corps, notre incarnation. Et donc être à la fois souple permet en tout cas d'acquérir de la souplesse, de la force, de la stabilité, de l'ancrage, d'être mobile, d'avoir une ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, moi, je relie toujours le physique à plus grand. La danse permet d'avoir un physique qui est au top de son potentiel, même si on a des limitations. Moi, j'ai dansé en étant blessée. Oui, je t'ai vu, j'ai assisté à des cours de danse avec toi où tu étais assise sur une chaise ou assise par terre et tu arrivais à nous faire tous danser, tout à fait. Et j'ai vu plusieurs fois des personnes dans les cours de Nia être assises sur une chaise. Donc, en effet, la question, c'est pas de se dire est-ce que je suis suffisamment en forme ou suffisamment, je ne sais pas quoi, jeune, mince, élégante, musclée pour être danseur. L'idée, c'est de se dire non, nous sommes tous danseurs et danseuses. Là n'est pas la question. La question, c'est d'oser aller sur la piste et d'oser partir de où on est et petit à petit se redécouvrir danseur, petit à petit libérer les blocages qui nous empêchent d'être connectés à la fluidité de notre corps. Moi, j'ai commencé les premiers cours de Nia, j'étais figée. Il y a plein de mouvements que j'arrivais pas à faire. J'avais littéralement une carapace autour de moi. Et petit à petit, dans la joie, dans le plaisir, les choses se sont huilées, les choses se sont petit à petit ouverte, et ce qui s'est ouvert sur la piste de danse s'est ouvert sur les autres domaines de ma vie en fait. Ces leçons que j'ai apprises sur la piste de danse, j'ai pu les appliquer sur les autres domaines de ma vie. Alors Régine, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut danser avec toi, où devons-nous aller pour te retrouver? Alors, en ce moment, je vis à Paris. Il est possible de venir faire cours à Paris. Sinon, je suis aussi invitée, donc c'est possible de me faire venir. Je propose également des stages en résidentiel. Sur quel site pouvons-nous avoir accès à tous tes cours, tous tes stages, tout ce que tu proposes? dansetavie.com.
Donc c'est danse-ta-vie. Danse ta vie. D'accord, donc en présentiel à Paris, en ligne de temps en temps ou exceptionnellement, dans des stages que tu proposes toi-même à différents moments de l'année, dans les stages que je propose moi à différents moments de l'année. Et tu peux aussi donc être invité si certaines personnes ont envie de te faire venir dans leur programme, dans leur entreprise, s'ils ont envie. Alors Régine a cette formidable capacité de faire danser les foules, hein. Elle peut vous faire danser n'importe qui. Donc c'est pour ça que j'adore avoir Régine à mes côtés. Merci beaucoup Régine, un grand plaisir d'avoir échangé avec toi sur ce sujet que nous aimons toutes les deux autant, la danse, danser sa vie. Au revoir, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.